Virginia Verasis de Castiglione arrive à Turin en 1855, la capitale du petit royaume du Piémont est dans un état d'excitation extraordinaire. Le premier ministre Cavour a envoyé une armée de soldats piémontais en Crimée pour aider les Anglais et les Français à gagner la guerre qu'ils sont en train de combattre contre la Russie. La Russie veut s'épanouir vers l'Empire turc et la France et l'Angleterre ne veulent pas changer les équilibres de la Méditerranée. En 1955, finalement, le moment où Virginia arrive à Turin, la guerre va se terminer avec la victoire des Anglais et des Français et on se prépare à un grand congrès de paix à Paris qui va s'appeler la paix de Crimée. C'est quand même bizarre à nos jours parler de Crimée maintenant, mais ça montre comment la Crimée a toujours été un enjeu politique essentiel pour les puissances européennes et qui sont aux côtés autour de la mer Noire et du Bosphore. Donc, Cavour se prépare à jouer sa carte. Ils ont fait déjà un voyage préalable avec le roi de Sardaigne, Vittorio Emanuele, à Londres et à Paris. Et ils ont bien compris que Londres a de la sympathie pour le Piémont parce qu'il est antipapiste, mais il ne va jamais les aider. Et au contraire, après un accueil très chaleureux de Napoléon III a dit à Cavour: faites-moi savoir en rentrant en Italie si je peux faire quelque chose pour l'Italie. Donc, sur ce quelque chose, Cavour, qui est un génie de la diplomatie, de la politique, il commence à faire ses projets. Donc, il arrive à Paris au printemps de 1956 et il ne réussit encore pas à comprendre quelles sont les vraies intentions de Napoléon III, mais il a le droit de s'asseoir à la table des grandes puissances qui vont discuter la nouvelle paix en Europe. Lui, Premier ministre d'un État de second rang. Cavour joue tout ce qu'il peut jouer sur cette expédition, c'est son pari. Et il le prépare avec soin. Et à la fin de 1955, il décide d'utiliser aussi la comtesse de Castiglione, que comme je vous ai dit était arrivée à Turin une année et demie à l'avant avec comme épouse du comte de Castiglione, qui est un beau gentilhomme qui appartient à une des plus anciennes familles de l'aristocratie piémontaise et qui est cousin de Cavour. Et Cavour imagine que la Castiglione peut l'aider et comme une promotion de l'image de l'Italie, parce que Virginia est très très belle, elle passe par une beauté exceptionnelle. Elle est une femme inquiète. On voit très bien que la vie familiale n'est pas un aboutissement, un épanouissement de sa vie sentimentale. Et surtout, elle est très intelligente. Elle est fille d'un diplomate, elle est née en Toscane, elle parle très bien 3 langues, elle est vive, elle est rapide. Et donc, Cavour est le roi. Et de toute manière, Virginia et son mari ont décidé d'aller à Paris pour voir la grande exposition. Donc, à ce point, on sait que Cavour, le roi, lui propose de faire une mission secrète, de la charger de faire de la publicité à l'Italie avec sa beauté, son élégance, mais de comprendre ce qu'il se passe autour du problème de la nationalité italienne et de créer un mouvement de sympathie.
Et on lui donne des codes secrets, on lui explique comment elle peut renseigner ou à travers l'ambassade d'Italie ou directement de ce qui se passe et de ce qu'il sait. Début 1966, Virginia arrive à Paris et elle est rejointe 2 mois plus tard de Cavour pour le congrès de Crimée. Et Cavour est ébloui par le succès que cette belle jeune Italienne est en train d'avoir à Paris. Elle est la coqueluche de la cour, de la presse. Et à ce moment-là, il écrit au ministre des Affaires étrangères: j'ai même, le moment est suprême, et j'ai même demandé l'aide, j'ai engagé dans la diplomatie la très belle comtesse de Castiglione pour qu'il coquette ou pour qu'il séduise l'empereur. Et voilà le début de l'histoire. Mais pourquoi Napoléon III a intérêt à venir à l'aide, au secours des Italiens? Parce que Napoléon III est arrivé en 1952 avec un coup d'État au pouvoir. Il était président de la République, avec un coup d'État, il s'en couronne empereur. Il doit légitimer son statut, sa charge. Et il crée pour cela une étiquette, une mise en scène de l'Empire extraordinaire qui éblouit toute l'Europe, avec un luxe formidable. Même la reine Victoire qui vient à Paris est très très impressionnée par les Tuileries. Mais surtout, il veut remettre la puissance française au cœur de la politique européenne et il veut faire changer les équilibres établis par le Congrès de Vienne en 1815. Le Congrès de Vienne est celui qui a mis la pierre tombale sur l'empire de Napoléon Ier. Et comment faire éclater, comment changer cet équilibre avec l'esprit du nationalisme. Alors, quel est le rôle de Virginie en tout cela? Elle arrive début janvier 1856, 2 mois avant la réunion du Congrès pour la paix de Crimée. Elle obtient immédiatement un succès extraordinaire. Mais on se pose la question, pourquoi? Les Tuileries, Paris est plein de femmes très belles, très élégantes, qui essayent de s'imposer à l'admiration générale. Ce qu'on sait, c'est que déjà à la fin de janvier, elle participe au premier bal des Tuileries. Les bals ont un rôle très important dans la stratégie du Second Empire, parce que ce sont des bals fastueux de 3000 personnes et qui donnent à l'empereur et à l'impératrice la possibilité de donner aux invités le sentiment d'un privilège, de mélanger des couches sociales très très différentes et d'imprimer à tout le monde l'admiration pour ce faste inouï. On sait que vers la fin du mois de janvier, Virginie fait son entrée au bal de Tuileries au bras de son mari. Il y a 3000 personnes. Peut-être le décor est un peu vulgaire, un peu chargé, mais impressionnant.
Et Virginie est belle, oui, on l'a dit, elle est belle, mais elle n'est pas la seule belle femme des Tuileries. En plus, elle vient d'une vie provinciale, de Turin, petite cour. Elle a une robe qui a encore été fabriquée à la maison, pratiquement par les couturières, comme on faisait à l'époque. Et les gens montent sur les banquettes pour la regarder. Elle a un charisme, une capacité de occuper la scène, évidemment extraordinaire. Et avec une désinvolture incroyable, avec une nonchalance incroyable, il traverse tous les salons, va faire son plongeon à l'empereur et à l'impératrice. Il se met dans un petit salon à côté à bavarder avec l'ambassadeur d'Italie, avec le comte Poniatowski, un petit groupe d'amis. Et après une demi-heure, Napoléon III vient lui rendre visite et bavarder avec elle. Et dans son journal, elle considérait cela la chose la plus normale au monde. Elle a compris d'avoir un pouvoir de séduction étonnant, et elle va en faire sa stratégie. Donc, on va la voir passer de balle en balle, en changeant avec maintenant, en investissant des grandes sommes dans ses mises. Et nous pouvons suivre son parcours à travers les articles des journaux, les mémorialistes de l'époque. Et on voudrait savoir, et en effet, on a de balle en balle, Napoléon montre l'intérêt, ne cache pas l'intérêt qu'il lui porte, mais on a l'assurance qu'ils sont devenus amants 3 mois après l'arrivée de Virginie, à un grand bal qui se tient dans un château à côté du château de Compiègne, parce que c'est un bal en plein air et tout se passe autour d'un petit lac avec un îlot. Et à la stupéfaction de tout le monde, Napoléon se met à la rame, invite Virginie à monter sur le bateau avec lui. Ils arrivent dans le petit îlot, ils disparaissent, ils reparaissent après 1 heure et les mémorialistes présents disent que la robe de Virginie était terriblement froissée. Quel est vraiment dans quelle mesure Virginie aide l'État italien? Bien, on sait qu'elle est un témoin dangereux parce que quand elle va mourir à Paris, encore assez jeune, vers 62 ans, en 1899, l'ambassade d'Italie envoie un fonctionnaire avec l'ordre de détruire tous les papiers qui sont chez elle. Mais Virginie était conservait tout, gardait tout ce qui la concernait, était une fétichiste de soi-même. Et donc, elle avait gardé à côté une immense quantité de correspondances, etc., qui avait mis dans une grande malle à Spezia, la ville où elle avait des propriétés. Et finalement, ses héritiers ont découvert cette malle avec cette immense quantité, cette archive extraordinaire qui a été vendue aux enchères en 1952 chez Drouot. Et quelques-uns des lots de cette vente aux enchères sont maintenant aux archives de Turin, à l'archive d'État de Turin. Il y a un dossier Nigra. Et Nigra était l'homme de Cavour, l'homme de confiance de Cavour, qui deviendra ambassadeur à Paris.
après la Seconde Guerre d'indépendance. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un billet de Nigra de cette époque où on ne sait pas encore vraiment qu'est-ce que Napoléon III veut faire. Et le billet parle clair, il dit « Il faut absolument que vous découvriez et vous nous disiez le discours que l'empereur va tenir demain au cabinet du Conseil. » Donc, des renseignements, donc une influence, et en même temps, Napoléon se fait de plus en plus favorable à une aide dans un cas éventuel de guerre qui ne doit pas être, qui doit être quand même provoquée par les Autrichiens. Et 2 années plus tard, en 1958, il va signer à Plombières des accords secrets avec Cavour, en s'engageant à venir au secours de l'Italie. À cette époque, la liaison avec Virginie est terminée. Pourquoi? Parce que Virginie, elle d'un côté, gère très bien son rôle d'espionne, etc. Mais publiquement, il en fait trop. Elle est narcisse, elle est hautaine, elle aime la provocation et elle énerve tout le monde. Et surtout, Napoléon III est fou d'elle et la rejoint dans des rendez-vous dangereux. Il a eu déjà 2 tentatives d'attaque, d'assassinat, et les services secrets français se préoccupent. L'impératrice n'est évidemment pas contente, et finalement, un soir, à la sortie à 3 heures du matin, en sortant de la maison de Virginie, il y a une tentative d'attaque à Napoléon qui ne marche pas et dont naturellement Virginie n'est absolument pas au courant, mais on utilise, on cache l'événement, on ne veut pas de scandale, mais Virginie est obligée à quitter Paris pour quelques semaines et entre-temps, l'impératrice met dans le lit de son mari une autre belle Florentine, Anna de Ricci, qui est l'épouse de Walewski, du ministre des Affaires étrangères. Donc Virginie se retrouve, comment dirais-je, extromise des Tuileries. Elle essaie de récupérer le rapport avec Napoléon III, mais elle comprend que jamais plus réussira à récupérer son rôle de presque maîtresse officielle. Et donc elle est obligée de rentrer à Turin. À Turin, où son mari, qui a fait faillite pour les dépenses faites pendant le séjour parisien, lui met un out-out, où tu rentres, tu te conduis comme dignement, ou je garde notre enfant, parce qu'entre-temps, Virginie avait eu toute jeune un enfant, un garçon, et tu te résignes à faire une vie modeste, parce qu'on n'a plus un rond. Mais Virginie se refuse. Elle essaye de rester encore un peu à Paris, puis elle est obligée, même par le roi, à revenir à Turin. Il choisit de s'installer toute seule dans une villa sur la colline piémontaise. Elle réussit à avoir son enfant avec elle. Et elle se rend compte d'avoir été manipulée et quand même exploitée, parce qu'elle a une réputation impossible. Toutes les portes de la bonne société de Turin se renferment devant elle. Elle n'a plus un rond et surtout, elle ne veut plus dépendre des autres, ni de son mari, ni du Cavour, ni du roi. Elle veut son indépendance. Et comment peut une femme
une jeune femme de la noblesse de l'époque être indépendante, avec de l'argent. Et comment se procurer de l'argent? Bien, le choix de Virginie, qui va l'accompagner le long de sa vie, est double. Un, jouer en bourse. Elle a bien compris en arrivant à Paris, à les Tuileries, que l'argent, c'est le grand dieu Moloch du siècle. On le comprend en lisant déjà les romans de Balzac, que depuis la Restauration, Louis-Philippe, etc., l'argent est le dieu qui domine les passions des hommes. Et l'argent est très important et accessible sous Napoléon III. Parce que c'est un moment de modernisation extraordinaire de la France. Déjà, il y a le baron Haussmann qui transforme Paris. Mais c'est l'époque où s'établissent les grandes banques, où il y a les entreprises pour les chemins de fer qui traversent l'Europe. Et tout le monde joue en bourse, fait des spéculations et s'enrichit. Et s'enrichit surtout les gens qui sont au cœur du pouvoir, parce qu'ils savent ce qui se passe avant les autres. Ils font ce que nous, aujourd'hui, on appelle insider trading. Et Virginie qui est très rapide, apprend cela très vite, et elle aime le jeu. Elle aime le risque, elle a le goût du risque, et c'est ce qui, au fond, l'intéresse. Et elle sait très bien avoir les renseignements dont elle a besoin. Et si elle gagne, c'est bien, elle dit « j'ai fait un magnifique coup ». Et si elle ne gagne pas, elle a une seconde ressource, c'est-à-dire de trouver des hommes riches qui payent pour avoir l'honneur, parce qu'elle est devenue une espèce de fétiche de la sexualité et de la beauté, pour avoir l'honneur de partager ses draps pendant quelques nuits. Donc Virginie a plusieurs personnalités, plusieurs visages. Elle a ce côté de grande actrice, elle a ce côté de séductrice sériale, elle a ce côté de femme passionnée de politique qui sait parler aux hommes et aux hommes d'État en se posant au même niveau. Elle n'est jamais subalterne. Et puis il y a une Virginie drôle, spirituelle, qui a des moments de libertinage joyeux. Et par exemple, il y a une correspondance extraordinaire avec un grand ami à elle qui s'appelle le général Estancelin, qu'elle a connu à Londres dans sa jeunesse, au zénith de sa beauté, etc., et qui est très lié à la famille des Orléans, du duc d'Aumale. Et ils deviennent très amis parce que tous les deux sont passionnés de politique
Et Stancelin a un tombeur à femme, mais il éprouve pour elle un véritable sentiment d'amitié, d'affection. Mais quand même, elle fait comprendre à Virginie qu'il serait bien content de lui montrer son admiration aussi d'une manière plus traditionnelle, plus masculine. Et il essaye d'avoir un rendez-vous érotique. Et finalement, Virginie lui dit: je vais vous accontenter. Virginie accepte et lui donne rendez-vous à Dieppe, chez elle. Et Stancelin arrive dans un état de bonheur. On l'introduit dans le salon et Virginie lui dit d'entrer dans sa chambre à coucher. Elle se fait trouver complètement déshabillée, toute nue, avec les bras chargés de bracelets précieux. Elle a l'obsession des bijoux. Comme un portrait de Gustave Marot, non? Quand on voit ces Salomé terribles, à demi déshabillées, couvertes de bijoux, rayonnantes et menaçantes. Et le malheureux Stancelin est foudroyé par cette vision, mais il prend peur. Et il est embarrassé, et c'est ce que Stendhal a appelé un fiasco. Ne réussit pas à exhiber son talent de tombeur de femme. Et tous les deux éclatent à rire, parce que la situation est tellement comique, et à partir de ce moment, leur amitié devient de fer. Et il commence un jeu érotique qui se prolonge le long des années. Lui habite en Normandie, elle voyage tout le temps, mais ils se donnent de temps en temps rendez-vous. Et dans les billets où ils établissent le jour, la date et où, il y a toujours la question avec bracelet ou sans bracelet. Et il y a aussi 2 ou 3 lettres érotiques de Stancelin à Virginie qui lui dit toujours: vous pouvez tout faire, mais je consens pour votre, parce que ça vous fait plaisir, mais moi, je suis de marbre. La vie, je n'ai aucune participation, je n'ai aucune jouissance. Et sportivement, je vous donne cette possibilité, mais ne comptez pas sur ma participation. Et lui écrit 3 lettres dans le style du libertinage du XVIIIe siècle à la femme de marbre, à la femme de feu, qui sont quand même des lettres écrites avec une délicatesse assez extraordinaire. Donc cette immense quantité de documents qui sont ressortis nous montre une femme insaisissable. Chaque fois qu'on me pose la question: mais qui est-ce la comtesse de Castiglione? Je dis: je ne le sais pas. Tout ce que je sais sur elle, c'est dans mon livre, c'est au lecteur de décider.